Jocelyn Blériot, bonjour. Vous êtes alors je vais vous dire votre titre en anglais, Executive Lead Institutions, Governments and Cities. Alors en français, à traduire, on dirait en fait, vous êtes sans doute le directeur des affaires publiques de la Fondation Ellen MacArthur. Ellen MacArthur est une ancienne navigatrice à voile britannique qui avait un palmarès assez prestigieux. C'est dame d'ailleurs, Ellen Patricia MacArthur, puisqu'elle a été anoblie. Et elle a décidé de fonder en 2009 une association caritative, qui est donc la fondation qui porte son nom, qui a un but, une mission, qui est celle d'accélérer la transition vers l'économie circulaire. Alors elle s'y emploie, cette fondation, vous allez nous l'expliquer au travers de différentes actions, notamment des actions de lobbying, des actions de communication, des actions de formation, vous me direz ce qu'il en est. Et je voudrais commencer cet entretien avec vous en partant véritablement du début. L'économie circulaire, qu'est-ce qu'il faut entendre par cette notion ? Est-ce que d'ailleurs tout le monde s'entend autour d'une définition commune, Jocelyn Blériot ? Oui, bonjour Tremor, je suis ravi de discuter avec vous ce matin. L'économie circulaire, effectivement, c'est une notion qui a pas mal investi l'espace public depuis quelques années. On en parle beaucoup, pas toujours avec une grande précision, et la plupart du temps, on a tendance à voir dans cette notion une sorte de recyclage 2.0, un système qui se base principalement sur le principe d'utiliser les déchets comme des ressources. Alors, ce qui est uniquement partiellement vrai, dans la mesure où l'idée de l'économie circulaire, c'est de se défaire du modèle industriel qui consiste à extraire des ressources, produire, vendre et en fin de vie à se débarrasser donc de tous ces matériaux pour recommencer le cycle afin de se baser sur une croissance qui génère du revenu en générant du volume. L'économie circulaire dit il faut à la source, dès la phase de conception, éliminer la notion de déchets et la pollution. Il faut conserver les matériaux et les produits à leur plus haut niveau de qualité dans les boucles productives de manière à ce qu'on n'ait plus besoin d'être autant dépendant des matières premières finies vierges. Et le troisième principe qui est fondamental, c'est la régénération des écosystèmes et la capacité à la biosphère de continuer à fonctionner de manière à déjà supporter et soutenir toutes les activités humaines, mais aussi à pouvoir être une source de nouveaux matériaux qui sont donc à la fois compatibles avec un retour à la biosphère en fin de vie, mais qui soient aussi propices au premier principe, c'est-à-dire de mettre sur le marché des matériaux qui soient non toxiques, qui soient propres et qui soient propice donc à cette régénération naturelle. D'accord, donc on comprend, et on va revenir tout à l'heure, qu'une telle définition est extrêmement ambitieuse et exige par définition en fait un changement général du système productif. Alors on reviendra sur cette notion de changement systémique, mais je voudrais d'abord voir ce qui est fait concrètement. Il se trouve que la nouvelle commission, dont la présidente en charge est Ursula von der Leyen, a décidé de faire de ce qu'elle appelle le Green Deal, en français on l'a traduit par pacte vert, un cadre général très ambitieux, lui aussi justement, pour encadrer les politiques européennes qui seront proposées, puisque c'est son rôle, par la Commission européenne. L'idée étant d'arriver à promouvoir une croissance durable. Alors, comment fait-on pour orienter les investissements à venir en Europe vers de tels types de production qui sont donc conformes aux principes de l'économie circulaire en général et d'une certaine façon qui ont un impact environnemental qui est moindre? C'est l'objectif d'un plan d'action pour l'économie circulaire qui vient d'être proposé par la Commission en pleine épidémie de Covid, et je vous demande de revenir là-dessus, le 11 mars dernier, dont on a d'ailleurs, à mon avis, relativement peu parlé, alors que c'est un plan, on voit, qui prévoit tout un tas de dispositions. Et puis, ce dont on a par contre plus parlé, il y a eu, mais là c'est pas lié à l'économie circulaire, la question est de savoir si ça le sera, il y a eu une proposition pour un plan de relance post-Covid, sur la base d'une proposition qui émanait de la France et de l'Allemagne, de 750 milliards d'euros, dont 500 milliards de subventions. Donc la question qu'on se pose, c'est comment fait-on pour assurer le fait que la relance qui va être promue grâce à ces fonds pourrait être orientée, bien évidemment, vers des fonds destinés à être conformes, encore une fois, au principe de l'économie circulaire, c'est-à-dire, en fait, comment fait-on pour garantir le fait qu'on ait une relance verte? Alors la Commission a envie d'y croire,
Frans Timmermans, qui est le vice-président, le premier vice-président exécutif, c'est un titre très long, de la Commission européenne, prétend, lui, que l'économie doit être totalement circulaire. Donc là, on voit bien que lui, il est tout à fait favorable à un changement de système. Et un rapport, McKinsey, alors je ne serais pas étonné, vous me direz ce qu'il en est si vous avez été de la partie, qui avait été exclusivement, justement, s'était focalisé sur la question de l'économie circulaire et qui avait dit que si toutefois cette transition était opérée, il y avait un gain potentiel pour l'économie européenne de 1,8 trillion d'euros d'ici à 2030, ce qui est une façon de dire aussi, vous savez, c'est pas simplement vertueux et important parce que pour l'environnement, mais c'est aussi utile de toute façon pour l'économie parce que ça peut générer effectivement une croissance nouvelle. Or, dans le contexte actuel de l'épidémie et de la situation économique très très préoccupante, ce serait aussi une solution pour relancer justement cette économie. Alors voilà, c'est la question. Comment peut-on promouvoir, et est-ce que c'est le cas avec ce plan d'action pour l'économie circulaire, une relance verte, Jocelyn Berriaud? Je pense qu'il faut déjà voir que cette question-là ne sort pas de nulle part et elle n'est pas liée à la crise elle-même non plus. Le plan précède, l'appel pour un changement systémique précède la crise. Frans Timmermans, effectivement, est extrêmement investi dans ces questions-là et il a été dès le départ de son rôle avec la commission Juncker. Donc ça fait quand même maintenant 5 ou 6 ans qu'il est le champion en Europe de ces questions-là et que donc l'aboutissement de ce nouveau plan, qui est le second d'ailleurs, puisque tout a commencé en réalité en 2012 avec la plateforme européenne de l'efficacité des ressources sous le commissaire Potočnik. Donc il y a déjà une longue tradition, un long investissement dans ces idées qui en parallèle dans le secteur privé se traduit par déjà une longue recherche et des investissements qui ont été faits depuis un certain temps. Donc, ce que la crise actuelle fait, c'est qu'elle valide ces idées dans le sens où le système a été mis à mal. On a vu la fragilité des chaînes d'approvisionnement. On a vu que l'efficacité à tout crin, quand ça fonctionne très bien. Par contre, le moindre grain de sable vient perturber la machine avec des conséquences assez dramatiques. Et très rapidement, la présidente de la commission elle-même, d'ailleurs, a mis le doigt sur ces questions-là en disant la circularité est importante, le fait de raccourcir les chaînes d'approvisionnement est important, le fait de pouvoir décentraliser la production, de pouvoir avoir des clusters d'imprimantes 3D qui, en urgence, vont faire des pièces de rechange pour le matériel médical, par exemple. Soit dit en passant, le matériel médical qui est un marché qui est projeté de grossir de 10% par an dans les prochaines 5 années, donc c'est pas rien. Et toutes ces questions-là sont en réalité une réponse potentielle. Et il ne s'agit pas de dire on a un choix et un carrefour et il faut choisir entre la réponse à la crise sanitaire et les engagements environnementaux, climatiques et circulaires. Nous, notre argument, c'est de dire que puisqu'il y a effectivement, comme vous l'avez souligné, un gain économique important, c'est vers ces solutions-là qu'il faut se tourner pour une relance qui soit à la fois économiquement, environnementalement et, pardon, je viens de faire un barbarisme, c'est mon anglais qui parle, mais de manière environnementale et sociétale, des gains importants. Donc effectivement, on a vu par exemple que entre 2016 et 2020, l'argent public européen qui a été mis dans des actions d'économie circulaire, ça se monte à peu près 10 milliards. On voit que les entreprises sont prêtes à vraiment soutenir cet effort et à aller dans cette direction-là, non pas par grandeur d'âme d'ailleurs, mais parce qu'elles y voient un intérêt économique. Et que, soit dit en passant, les économies qu'on peut faire en termes de matériaux et en termes d'énergie, puisque les stratégies de reconditionnement, de réparabilité, qui sont d'ailleurs au premier chef dans le plan d'économie circulaire qui vient d'être publié, ces stratégies-là industriellement, elles sont à la fois économes en énergie, en matériaux, et par conséquent en émissions en CO2. Donc on a aussi des stratégies qui permettent de conserver et de tenir les engagements climatiques. Pour ces entreprises, c'est important. Pour la Commission, c'est important. Pour les États membres, c'est important. Oui, on a vu d'ailleurs notamment l'annonce hier, si je ne m'abuse aussi, d'un plan de 9 milliards allemand pour l'hydrogène. Alors justement, eux, c'est l'hydrogène, on n'en parle pas tellement en France. C'est la question liée à celle que je viens de vous poser qui se pose. On a le sentiment qu'il n'y a pas de stratégie véritablement industrielle européenne. On a des intentions qui sont celles-ci, on a des fonds qui sont mis à disposition.
On n'a pas d'ailleurs nécessairement des propositions qui vont répondre à ces fonds. On avait vu avec le plan Juncker notamment, ou parfois pour certains États notamment, les plus petits en particulier, il y avait un manque de propositions qui étaient faites pour venir en fait utiliser ces fonds. Donc on se pose des questions là. Qu'est-ce qui est fait actuellement pour définir ces stratégies industrielles qui doivent par définition encadrer la transition dont vous venez de parler? Je pense que cette question-là revient à votre première question, à celle de la définition et ce sur quoi on s'entend quand on parle d'économie circulaire. Parce qu'il y a une diversité de projets, une diversité d'interprétations, et c'est ça aussi qui rend la chose difficile. Il y a une grosse volonté d'investir à grande échelle, mais les projets restent encore assez niches. Il y a quelques grandes entreprises qui ont mis des plans ambitieux sur la table, mais il va falloir aussi changer le modèle de dialogue. Et la question qui avait été posée par Potočnik à son époque avec la plateforme efficacité des ressources, c'est est-ce que... Potočnik, c'était le commissaire à l'environnement de la commission précédente. Commission Barroso. Ouais. Et la question qu'il posait, c'est est-ce qu'on peut décemment penser qu'on va simplement légiférer et déterminer une stratégie industrielle basée sur des nouveaux principes sans engager les acteurs? La réponse avait été négative, évidemment, et il a été un des premiers d'ailleurs à mettre tout le monde autour de la table. Et c'est ça qui est le nœud du problème à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des initiatives qui sont individuelles au niveau des entreprises, des stratégies nationales, comme on a pu le voir en Finlande, en France, aux Pays-Bas et en Espagne de manière imminente. Mais comment est-ce qu'on s'accorde sur le fait que, et c'est là d'ailleurs, c'est le nœud du problème du changement systémique, parce que l'idée c'est de dire si on veut faire ces investissements à grande échelle, il ne s'agit pas non plus de conserver le modèle linéaire actuel et d'insuffler un peu de circularité en tant qu'alibi. Là, il va falloir vraiment transformer. Et c'est pour ça que c'est un peu long, parce qu'il faut s'entendre sur les jalons de cette transformation, il faut s'entendre sur les acteurs qui sont concernés. D'une certaine manière, il faut s'entendre sur les secteurs aussi. Et la Commission a pris le parti de dire on va identifier les secteurs à fort impact, qui sont les plastiques, les textiles, l'alimentation, pour commencer cette transition. Alors, il y a une réelle volonté, effectivement, de dire qu'il faut réconcilier cette notion d'économie circulaire qui peut paraître une stratégie qu'on va opérer dans son coin de manière sectorielle, là où il y a les plus gros gains à faire, et de la mettre au centre de la question de la stratégie industrielle. Ça veut dire aussi qu'au niveau institutionnel, on va le sortir du cadre qui est plutôt DG environnement et d'aller dans le lourd de l'économique, et il va falloir faire un peu cette pédagogie qui est en train d'évoluer, mais qui demande un certain temps. Alors justement, vous évoquiez en fait la notion on utilise souvent d'ailleurs en anglais de greenwashing. Je ne sais même pas s'il y a une traduction française pour ça, c'est-à-dire en fait de prendre pour alibi le fait de vouloir se montrer vertueux dans le domaine environnemental pour en réalité ne rien changer. Donc on fait du greenwashing dans le sens où en fait on peint tout en vert alors qu'en réalité on reste noir sous la couleur verte. Alors abordons cette question. On a bien compris que dès lors qu'on s'entend autour de la définition de l'économie circulaire que vous avez donnée, quand on entend Timmermans qui dit que toute l'économie doit devenir circulaire, etc., on est en train de parler d'un changement de système. Comment opère-t-on un changement systémique en garantissant le fait que les entreprises qui seront nécessairement de la partie ne vont pas en profiter simplement pour faire le greenwashing dont je parlais à l'instant? Et là, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est que en termes de principe, ce qui est proposé par la Commission actuellement est de promouvoir une croissance durable. Et déjà, là, cela suscite la polémique, puisque cette notion, aux yeux de beaucoup, est totalement oxymorique. Il ne peut pas y avoir une croissance et durabilité en même temps dans un monde fini, avec une population qui explose. Donc, est-ce que, là aussi, d'une certaine façon, c'est une forme de mensonge que de prétendre pouvoir promouvoir une croissance durable? C'est le premier élément de la question. Et le deuxième élément, pour revenir sur cette notion de changement systémique et des acteurs qui s'y associent, il y a aussi beaucoup de polémiques autour justement du fait qu'on travaille directement avec l'industrie, qui sont les acteurs économiques évidemment. Votre fondation elle-même n'hésite pas à avoir recours à des partenariats comme par exemple BlackRock ou Ikea. Et certaines ONG n'auront pas du tout cette démarche, ils diront non, il est absolument hors de question de faire un pacte avec le diable.
dans la mesure où ils ne changeront jamais. D'autres pourraient dire, bah si toutefois nous ne travaillons pas avec les acteurs du changement, qui sont les acteurs économiques, rien ne changera. Alors voilà, j'ai posé les termes de la question de façon plus polémique, mais c'est très important d'aborder ces questions et je suis très intéressé d'entendre votre réponse sur ces deux aspects, donc croissance durable et puis les acteurs du changement pour un changement systémique. Bon, sur le premier aspect, effectivement, si on se base sur une définition traditionnelle, classique de la croissance et qui se base sur un indicateur qui est le PIB simplement, il y a effectivement là, il y a une grosse contradiction en termes purement de ce qu'on peut faire de manière physique dans un monde qui est fini. Et ce que disait Tim Jackson, d'ailleurs, l'économiste, il faut commencer à regarder notre dogme économique en prenant en compte que les lois de la physique existent réellement, ce qui n'a pas été le cas depuis un certain temps. Maintenant, si on peut estimer qu'on va redéfinir une croissance et qu'un des indicateurs, par exemple, pour prendre le troisième principe de l'économie circulaire, la régénération des systèmes naturels, si un des indicateurs qui occupe l'espace tous les matins et qui, au lieu d'avoir des cotations en bourse, on dit les écosystèmes ont eu tel degré de santé supplémentaire et qu'on peut vraiment mesurer l'impact positif, à ce moment-là, on peut redéfinir. Et c'est peut-être pas croissance, c'est peut-être pas d'ailleurs le bon terme, peu importe. En tout cas, une activité économique qui soit propice à une meilleure santé d'abord de la société, des écosystèmes, et qui réellement soit bénéfique. Et là, vous travaillez sur cette question des indicateurs, parce que c'est une question évidemment qui est très très ancienne. Hein. Oui, bien sûr. Et la question n'est pas de se dire est-ce qu'on va réellement revenir sur la polémique du PIB qui quand même date du milieu des années 60 et on continue à l'avoir comme argument dans toutes les conférences et il y a absolument zéro progrès qui soit fait là-dessus. C'est plutôt, alors on va regarder sur des indicateurs en termes de produits, en termes d'indice de réparabilité, en termes d'efficacité des ressources, en termes de rareté des matériaux. Et c'était un exercice qu'on avait commencé à faire avec du financement européen d'ailleurs en 2015, le Circularity Indicator au niveau du produit. Et là, on est en train de travailler sur ces indicateurs, mais en ayant une démarche plus sectorielle et en regardant au niveau d'une entreprise à son ensemble. Et on commence à arriver à des résultats intéressants, et qui vont d'ailleurs au-delà du simple fait on mesure ce qui entre dans le système et on mesure ce qu'on sort et on voit son efficacité. Donc, mais est-ce que cette mesure, le cas échéant, c'est une question additionnelle, pourrait décider sous forme de conditionnalité de l'octroi des financements du point de vue de votre fondation? À savoir qu'on aurait dit, voilà, si cette entreprise a un bon indicateur de circularité et propose quelque chose qui va dans le bon sens, alors les subventions sont de façon privilégiée accordées à ce genre d'entreprise. On peut tout à fait imaginer ça. Et nous, on a déterminé les paramètres de cet outil en disant on va faire en sorte que ce soit à la fois un outil qui aide les entreprises à redéfinir leur process, mais qui aide surtout et de manière très importante les investisseurs à baser leurs décisions. C'est-à-dire qu'on va en faire un critère d'investabilité. Et encore une fois, excusez-moi pour le barbarisme, mais mon français est en train de se dégrader, j'ai bien peur. Et regardez justement quelles sont les entreprises qui réellement font des progrès. Donc là, on est aussi dans une démarche qui permet de remédier à d'éventuels problèmes de greenwashing puisqu'il y a des indicateurs tangibles. Et je reviens un peu sur l'investisseur, lui, il ne sera pas intéressé par ça. L'investisseur, il est intéressé par le profit qu'il peut faire. Oui, mais alors le profit qu'il peut faire en ayant une entreprise plus circulaire, c'est de se dire on a quelqu'un qui a des process et une manière d'opérer qui, d'une certaine manière, se protège des risques d'approvisionnement, se protège de la volatilité des prix des matières premières et qui donc a un business plan qui est plus visible et plus stable à long terme. Parce qu'en ayant la propriété de ces matériaux, en considérant que ces produits sont sa propre banque de matériaux, par exemple, on est bien moins à la merci des ruptures d'approvisionnement, qu'elles soient liées au Covid ou qu'elles soient liées à l'effondrement des cours du pétrole. Tous les risques systémiques qu'on connaît dans l'économie industrielle actuelle. Et c'est là où il y a une valeur à long terme ajoutée pour l'investisseur. Mais je reviendrai volontiers sur cette question de croissance et de décroissance. Effectivement, si on ne pense pas à
défier un peu les termes du système actuel, alors prôner une croissance à tout crin paraît totalement irresponsable. Mais il faut bien voir aussi que le dynamisme économique est une fonction quasi naturelle de l'humanité, que aussi hors des frontières européennes, et d'ailleurs même à l'intérieur des frontières européennes, il y a des États, des populations qui ont un droit légitime à une certaine croissance et à accéder à un certain niveau de confort matériel et de sécurité. Et il faut aussi trouver des solutions pour arriver à réaliser notamment les objectifs de développement durable. Et il y a deux manières de faire ça. Soit on booste les process qu'on connaît avec les impacts négatifs qu'on connaît, ou alors on propose des solutions qui permettent d'arriver à ces résultats-là sans tomber dans les pièges que les économies mûres et notamment la révolution industrielle en Europe a mis sur le chemin. D'accord. Et si on renverse le truc, on a souvent tendance à le faire quand on est un simple consommateur comme moi. Comment est-ce qu'on fait pour garantir le fait que les consommateurs se portent justement en termes d'achat, sur des produits qui sont les plus vertueux? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire? Est-ce que votre fondation ne recommande pas des choses sur la publicité, la formation, que sais-je, ou des indicateurs par exemple sur les produits qui nous permettent de garantir le fait qu'on va préférer celui-ci plutôt que celui-là, etc. On n'a pas pris cette approche-là. On a considéré que, et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est une réflexion qui vient réellement de l'expérience personnelle de notre fondatrice qui, avant de lancer la fondation, a essayé elle-même au quotidien d'avoir ce comportement vertueux. Et elle s'est vite rendue compte que malgré tous les efforts qu'elle pouvait faire, le système n'étant pas dirigé de cette manière-là, quand on est consommateur et quand on est citoyen, on reste quand même, on joue avec les cartes qu'on nous a données. Le système ne permet pas réellement. On peut recycler tout ce qu'on veut, on peut séparer, on peut faire tous ces efforts. Les produits n'existent pas. Les produits vertueux à l'heure actuelle sont une infime majorité. Quand ils existent, parfois les systèmes de collection pour ces produits vertueux n'existent pas. Donc on est dans une fragmentation totale du système et c'est là où on s'est dit non pas que l'information du consommateur soit quelque chose qui n'est pas important, mais on a essayé de jouer avec les paramètres du système et donc j'en viens à votre question suivante. Donc oui, le parti pris qui est tout à fait assumé de notre part, c'est effectivement de travailler avec les acteurs qui sont au centre du système, donc les producteurs, les grands comptes, et c'est un pari qu'on fait, c'est notre approche. Partant du principe que si on arrive à démontrer un intérêt économique, il y aura un appétit de ces acteurs à changer. Donc c'est pour ça qu'on avait notamment lancé la série de rapports avec McKinsey, le premier ayant été publié en 2012, mais on en a parlé tout à l'heure. Et évidemment, l'idée c'est de se dire, il y a aussi des bonnes volontés partout. Il faut quand même être objectif sur le fait qu'à la base de ces acteurs économiques, certes il y a une recherche de profit, certes il y a des traits qui sont pas forcément les plus agréables dans un modèle de société qui se veut un peu vertueux. Donc il y a ces tensions entre l'intérêt privé et la recherche du profit à court terme, mais il y a aussi énormément d'individus qui ont envie de mettre leur dynamisme économique au service de la société. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, et c'est en essayant de démontrer l'intérêt des stratégies d'économie circulaire qu'on peut insuffler un mouvement. Alors, on prête potentiellement le flanc à la critique par le fait d'établir un dialogue avec ces acteurs du système, mais il faut bien voir que le système actuel linéaire qui est hérité de 250 ans de révolution industrielle, il est formé par et pour la recherche du profit généré par la consommation de ressources finies. On arrive réellement à un bout de cycle dans la mesure où pendant de très nombreuses années, décennies, ça a fonctionné. On a vu les prix des matières premières chuter parce qu'on trouvait de nouveaux gisements, parce que les technologies étaient meilleures. Il n'y avait pas encore un problème de pollution qui était aussi critique qu'aujourd'hui. Il y avait de la place pour tout simplement mettre les choses en décharge. On arrive réellement à buter là. Et les acteurs, je pense, nombre des acteurs sont prêts à revoir leurs pratiques de manière à assurer la pérennité de leur activité également. Donc,
c'est notre parti pris. Effectivement, c'est pas forcément la manière de travailler d'une ONG classique, mais par de nombreux aspects, je dirais qu'on n'est pas non plus nécessairement sous la définition d'une ONG classique. Non, alors merci beaucoup. C'est très clair sur la démarche. On a envie de terminer sur la question suivante. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous constatez justement dans l'action que vous menez, vous arrivez à orienter les entreprises et surtout les grands groupes, ceux auxquels on pense en disant qu'ils sont plus rigides, peut-être c'est plus difficile évidemment vu les intérêts en jeu, à changer leurs pratiques, et est-ce que vous avez espoir que les choses aillent dans la bonne direction? Oui, il y a beaucoup de signes positifs et encourageants. Il ne faut pas être naïf, la route est très longue et on a encore énormément de travail à faire. Mais si on prend l'exemple des plastiques, qui par ailleurs était une des mesures phares du premier plan d'économie circulaire européen, la stratégie plastique, on a eu en 2017, le premier engagement d'un grand groupe qui était Unilever, qui a dit d'ici 2025, on ne mettra plus sur le marché de plastique qu'il soit non recyclable ou non recyclé ou compostable. Ça a généré évidemment un appel d'air, puisque de nombreux, à la fois, je dirais, concurrents et entreprises qui souhaitent s'élever au niveau d'impact d'Unilever ont dit on va prendre le même engagement. De là est sorti ce qu'on a appelé le Global Commitment pour les plastiques, qui réunit à ce jour plus de 500 signataires qui représentent 20% du plastique d'emballage qui est mis sur le marché au niveau mondial. Donc on a 20% du marché qui a signé en faveur de cette démarche, et on continue à en récolter. On a vu des fonds d'investissement, et vous mentionniez BlackRock, donc je vais pas passer la question sous le tapis. BlackRock nous a rejoint en tant qu'investisseur en mettant 20 millions dans un fonds d'investissement spécifique à l'économie circulaire. Alors, certes, 20 millions, au vu des volumes d'actifs que BlackRock gère, ça reste très modeste. Mais on a vu aussi, dans le même temps, Larry Fink, le PDG, dire on ne peut plus se baser sur des résultats et des comptes qui ne prennent pas en compte les impacts négatifs environnementaux, ou qui ne prennent pas dans leur stratégie à long terme en compte les risques climatiques. Les choses sont en train de bouger clairement. Maintenant, le capitalisme s'adapte. Pardon ? Le capitalisme s'adapte. Oui, bien sûr, et il faut qu'il s'adapte. Et c'est là tout l'enjeu de la démarche, parce qu'il me paraît difficile à l'heure actuelle de remettre encore une fois en question le dynamisme économique naturel de nos sociétés, surtout au niveau de technologie et de sophistication auquel on est arrivé, surtout au niveau de mondialisation auquel on est arrivé, surtout, encore une fois, par le fait qu'il y a une grande partie de la population mondiale qui doit et qui est légitime à accéder à un certain niveau de sécurité, d'éducation, de confort, de santé. Et il va bien falloir qu'on trouve des stratégies qui soient non destructrices pour y arriver. C'est là-dessus qu'on part, et c'est pour ça qu'on a cet investissement avec les grands groupes. Et pas seulement d'ailleurs aussi avec là je suis en train de parler du secteur privé énormément, mais on travaille beaucoup avec l'OCDE, on travaille de manière proche avec la Commission européenne, avec des gouvernements nationaux. G7, G20, l'Allemagne a mis l'économie circulaire à l'agenda du G20 en 2018, et il est très important aussi que les décideurs politiques comprennent que c'est un dialogue de co-création. On parlait de changement systémique tout à l'heure. Ça ne va pas venir unilatéralement, ni du secteur privé purement par une vague d'innovation, ni du secteur public uniquement par une vague de législation. Il va falloir qu'on se rencontre au milieu et qu'on soit d'accord sur les termes du changement. Et dans le contexte géopolitique actuel, on a l'impression que c'est assez compliqué aussi, alors que des tensions économiques sont très vives, notamment avec la montée de la Chine vis-à-vis des États-Unis. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe, justement, peut jouer un rôle de leader dans cette transition qui soit véritablement efficace et a un impact global? Le potentiel est là, et l'Europe reste le marché le plus important au monde en termes de volume. La Chine, puisqu'on en parle, a inscrit l'économie circulaire dans sa législation depuis 2008. On a vu en juillet 2018 une signature de mémorandum sur les questions économie circulaire entre la Chine et l'Union européenne. Ça reste très embryonnaire, mais les premiers signes étaient autour de développer potentiellement des standards de produits communs. Alors imaginons que dans le meilleur des scénarios et de manière un peu, disons, très très optimiste,
le MOU en question se traduise d'ici 1 an par la création de certifications de standards produits pour le marché européen et chinois sur un degré de circularité permettant la mise en marché. Qui serait assez inconscient pour produire quelque chose dans une économie globalisée qui ne trouve pas sa place ni sur le marché chinois ni sur le marché européen? C'est des effets d'échelle comme ça peut être des appels d'air aussi. On a bien vu que le dynamisme, par exemple, de l'économie circulaire au niveau des Pays-Bas a été insufflé par une politique très volontariste en termes d'achat public à la fin des années 2000. Et c'est ça qui a fait des Pays-Bas le leader européen en termes d'innovation, en termes de nombre d'entreprises s'investissant dans l'économie circulaire. Donc c'est ces questions-là qui sont très importantes. Et évidemment, il ne faut pas être naïf, encore une fois, les tensions géopolitiques et commerciales sont très importantes, mais il y a aussi des signaux très intéressants sur lesquels on peut se baser pour dire ça vaut le coup de continuer à investir des efforts là-dedans parce que les choses bougent. Et donc, à vous entendre, ça vaut le coup aussi de continuer à utiliser les outils que sont les accords commerciaux pour pouvoir véhiculer justement par leur intermédiaire des valeurs et des principes qui soient respectueux de l'environnement. Parce que c'est une autre polémique évidemment qui a lieu, notamment en France, sur la question de savoir s'il faut des accords commerciaux européens ou s'il n'en faut plus, puisque ce sont nécessairement des choses qui sont à terme vont dégrader précisément les conditions à la fois de la production et du respect de l'environnement. Oui, alors on s'est penché sur la question avec nos camarades de l'Institut européen pour la politique, pour les politiques environnementales et avec le ministère des Affaires étrangères finlandais qui a financé l'étude sur la question de l'économie circulaire dans les échanges commerciaux. Et effectivement, il y a un levier important. Pour l'instant, tout ce qui concerne la réglementation environnementale sont des chapitres très marginaux et très alibis dans les accords commerciaux. On va cocher cette case pour dire qu'on l'a fait, mais on n'est pas au cœur de l'argument économique. Et c'est là où on essaye de se dire, et on n'a pas la solution encore puisque la réflexion vient de commencer, mais d'ailleurs avec l'OMC était partie prenante dans ces échanges, comment est-ce qu'on peut mettre au cœur des échanges commerciaux la volonté de faire avancer à la fois du côté du vendeur et du client, pour être très, très simpliste, ses préoccupations et pour pouvoir changer le système à l'échelle mondiale et pas seulement se concerner sur les process industriels des entreprises individuelles, mais vraiment de le mettre au cœur à partir de maintenant, les échanges doivent être basés sur le fait que, par exemple, tel produit d'origine agricole et qui fait partie de la chaîne alimentaire, son impact en termes de régénération du système naturel doit être pris en compte aussi. Et c'est un critère qui doit entrer, par exemple, dans les échanges commerciaux. Et l'Union européenne, à ce propos, si je ne m'abuse, songe à intégrer comme élément, disons, incontournable de ces accords commerciaux le respect des accords de Paris, hein, en dehors du fait qu'ils doivent aussi se faire avec des pays qui sont démocratiques. C'est aussi un élément à ajouter. Très bien. Absolument. Bien. La beauté de la chose fait que, comme on l'a montré avec une étude publiée en septembre, les stratégies d'économie circulaire qui, par définition, sont frugales en termes de matériaux et d'énergie, permettent aussi de contribuer à ces accords de Paris. Et c'est-à-dire, on n'est pas dans un choix en réalité, on est vraiment dans une stratégie qui va dans la direction des engagements qui ont été pris et qui, d'une certaine manière, facilite l'arrivée à ces objectifs pour les entreprises qui s'y investissent. Très bien. Merci, c'était très clair. Merci pour tous ces éclairages. Je crois qu'on a fait le tour de la question. On reviendra vous voir le cas échéant dans quelques temps pour voir si les choses avancent et avancent à bon train. On a le sentiment quand même d'une certaine urgence, c'est que les choses ne vont pas toujours à la vitesse à laquelle on aimerait les voir aller. Merci, Jocelyn Blériot, et bon travail. Merci Tremor. Bonne journée.